Interdire toute forme de publicité utilisant des moyens aériens afin de limiter les nuisances sonores, visuelles et environnementales. C'est la proposition de la semaine. Bienvenue sur Stig Week. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. Salut Jérémy, comment ça va? Bah ça va super et toi? Bah écoute, ça va super bien, c'est la reprise de Stig Week. Stig Week, votre émission en partenariat avec Stig et Acropolis. On est hyper contents, Jérémy et moi, de vous retrouver encore pour une année qui commence. Comment ça va Jérémy, comment ça va Stig? Bah écoute, super, on a participé notamment ensemble à un événement fin août, là, le 24. La soirée Existence. On va en parler un peu rapidement, quand même. Ouais, du coup, c'était une soirée organisée par l'association, l'entreprise d'événementiel 22e siècle. 22e siècle, voilà, c'est ça. Et l'objectif, c'était de créer le contrat social du 21e siècle. Et donc la soirée s'appelait Existence, deuxième édition, je crois, pas dire de conneries, bon, peu importe. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez, à la fin de l'été, j'avais publié sur ma chaîne Acropolis une vidéo où je parle du contrat social, j'explique un peu ce que c'est, et je terminais la vidéo par... c'est peut-être le moment d'écrire un nouveau contrat social. Et en fait, cette vidéo, elle a été diffusée à l'ensemble des participants à l'événement. C'était à Paris, dans un grand lieu qui s'appelle la Bellevilloise. Chargé d'histoire politiquement, d'ailleurs. En plus, un lieu d'histoire, un lieu du 20e arrondissement. Enfin voilà, c'est un lieu très très important à Paris, historiquement, au début du 20e siècle. Bon, peu importe, mais en tout cas, on a passé la soirée. Du coup, Jérémy et moi, on était partenaires de l'édition. On vous expliquera tout à l'heure quel était le rôle de Stig. Mais voilà, le but du jeu, effectivement, c'était plusieurs dizaines de personnes qui ne se connaissent pas, qui passent 3-4 heures ensemble dans un lieu à Paris et qui écrivent ensemble le contrat social du 21e siècle, un nouveau contrat social. Tout à fait, en fonction de thèmes qui avaient été choisis par les organisateurs, comme la réalité virtuelle, donc des choses un peu modernes aussi, vraiment quelque chose de un peu futuriste sur les relations, comment est-ce que entre humains on interagit, quoi. Ouais, et c'était hyper intéressant. Et la particularité de cet événement, c'est qu'il était physique dans un lieu à Paris, mais il était aussi virtuel et en ligne, puisque l'application Stig était utilisée par l'événement, où en fait à chaque fois qu'il y avait des propositions qui émergeaient pendant l'événement pour écrire un article du contrat social, l'article était uploadé sur Stig. C'était mis en ligne, d'ailleurs c'est toujours en ligne, puisqu'on a passé tous nos utilisateurs, là temporairement la consultation se termine vendredi, sur une ville virtuelle Existence. Vous voyez que là il y a écrit Existence en haut à droite. Et du coup vous avez toutes les propositions ici, vous voyez, du contrat social. Ouais. Et c'est toujours en ligne, donc on vous invite à, si vous voulez participer, c'est jusqu'à demain soir. Donc il y a une URL, si vous êtes membre de Stig, vous avez déjà accès directement en vous connectant. Et sinon, on a une URL qui est sti.gr/extz, comme Existence, et qui permet de vous inscrire sans avoir à recevoir d'invitation à la bêta de Stig, en fait, et de participer immédiatement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant y aller. Enfin, après le stream, hein, bien entendu. Ouais, après le stream, là, vous restez sur Stig Week, vous bougez pas, mais en tout cas, après, voilà, n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble quand on essaye d'écrire, en tout cas collectivement, un contrat social du 21e siècle. C'était assez marrant, et ça a donné des propositions assez intéressantes, notamment sur la participation et tout, enfin des trucs plutôt cool. Donc voilà, donc ça, effectivement, c'était un événement qu'on a fait ensemble avec Jérémy à la fin de l'été, et ensuite, donc le développement de Stig continue. Ouais, on devrait sortir de bêta, c'est-à-dire passer gold, avoir la version app sur Google Play et l'App Store un peu près mi-octobre normalement, si tout se passe bien, sachant que Apple met 2 semaines à valider les applications, Google ça va un petit peu plus vite, hein, donc voilà, on est dans la dernière ligne droite là, donc c'est cool. Donc c'est cool, ouais, c'est cool, bah, c'est la naissance d'une application, c'est un truc de ouf, tu travailles depuis combien de temps maintenant? Ah ouais, ça fait longtemps là. Non, mais voilà, l'entreprise, on l'a créée il y a 1 an et on est en bêta depuis février, donc voilà, ça avance, février 2016. Ok, d'accord. Il y a juste un bruit pirate là-bas, il va falloir que j'aille le désactiver, donc je te laisse, hop là, commencer à parler des propositions. Alors du coup, la proposition de la semaine, donc c'est celle-ci, interdire toute forme, alors de la semaine, c'est pas vraiment de la semaine, puisque comme là, on s'est pas vu pendant l'été, ça va être du mois dernier, on a pris sur les 30 derniers jours. Ouais. Donc c'est interdire toute forme de publicité utilisant des moyens aériens comme les défilés d'avions publicitaires le long des plages, donc on a tous vu ça cet été sans doute. Ouais, si vous étiez sur les plages, voilà, vous vous en souvenez. Ouais. Afin de limiter les nuisances sonores, visuelles et environnementales. Alors moi j'étais à la montagne, il y a moins d'avions qui circulent, donc c'est sûr que j'en ai pas vu, non, ouais, mais... donc c'est la proposition de la semaine qui a clique sur le Stig Score, qu'on voit le pourcentage de vote positif, 88% de vote positif. 88% de vote positif sur cette proposition, et donc elle est dans Stig Week. Assez logiquement.
Et alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette Qu'est-ce que je peux vous proposition ? dire? Alors j'ai regardé un petit peu le marché de la publicité aérienne, et donc il y a deux types de publicité aérienne. Il y a celle qu'on connaît le long des plages justement, qui est le remorquage, donc c'est souvent des ULM ou des petits avions genre Ouais. Cessna qui tractent un drapeau, traquent c'est ça, voilà, c'est ça. C'est très souvent de la communication locale, c'est des entreprises locales qui communiquent sur la plage parce que ça leur permet d'avoir une grosse visibilité Ouais. immédiate, et c'est un peu l'argument des personnes qui proposent ce type de service, c'est que les gens à la plage s'ennuient un peu et donc ça les distrait de voir une publicité passer. Seulement évidemment, bon, ça pollue, donc il y a la pollution atmosphérique, c'est ce qui est dit ici, et également la pollution sonore, puisque quand vous êtes sur la plage, que vous entendez l'avion il passe, vous l'entendez, ça c'est sûr. Ah bah ça fait du bruit, ouais. Voilà, sachant qu'en plus il y a quelques règles, c'est-à-dire que ces avions-là ne doivent pas voler au-dessus de 150 mètres de 500 pieds d'altitude. C'est des ULM, ouais, effectivement. Voilà. Et sur la bande des 300 mètres, donc les 300 mètres d'eau, voilà, la ligne entre le bord de la plage et Donc, 300 ok, mètres. ils sont à 300 mètres du bord de flotte, C'est ça, voilà. et à moins de À 150 moins de mètres. 150 mètres d'altitude. Ok, d'accord. Ah, je savais pas. Et bah moi non plus, écoute, hein, et la deuxième chose, alors, il y a deux autres types de publicité aérienne. Il y en a une qui est beaucoup moins polluante, c'est les stickers sur les avions. Donc ça, si vous allez à l'aéroport, vous envoyez de temps en temps Ah, des bah oui, avions oui, qui ont des autocollants. C'est comme ça qu'on a vu des Boeing avec des Pikachu. Voilà, des c'est ça. Oui, d'accord. Et le dernier, qui lui est un peu plus rare et pour le coup qui est assez cool, mais qui pollue aussi malheureusement, c'est ce qu'on appelle le skywriting, qui est le fait que l'avion fasse de la voltige et écrive un texte directement avec Sérieux la fumée qui Mais sort de l'avion, ouais. D'accord, et ça porte un nom, ça existe C'est le vraiment. skywriting, ouais, ou skytyping, il y a les deux termes. Et il y en a qui proposent ça, genre, il y a des boîtes qui proposent forme ça. de publicité, ouais. Putain. Ce qui doit pas être donné en plus, qui dure pas longtemps du coup. Alors faut déjà pas qu'il y c'est ait du vent. éphémère, puis alors par contre en termes de maîtrise de pilotage, faut y arriver quand même, le truc Ouais. c'est le voltige, c'est le cas de le dire. Putain, tu peux écrire des trucs dans le ciel Ouais. avec ta fumée et tout. Mais de ce que j'ai vu, les boîtes qui proposent ça, c'est des boîtes qui font de l'ULM ou des aérodromes tout le long de l'année, donc c'est vraiment juste quelque chose de ponctuel qu'ils font l'été. Parce ça offre de la visibilité à leurs clients. Donc il n'y a pas de boîtes ok. qui font que D'accord. ça en fait. C'est souvent des c'est aérodromes qui saisonnier, proposent. ouais. Voilà, ouais, c'est saisonnier. Ok, d'accord. Et il y a Gringan qui dit au niveau sonore et visuel, je trouve pas ça hyper gênant. Après, niveau atmosphérique, ça se défend. Effectivement, ouais, tu parles de la proposition qui a été faite par qui d'ailleurs? Alors Issam Krebassa. Issarn Krebassa. Salut à toi si tu nous regardes. Et donc, il propose lui d'interdire en fait, tout simplement. Alors, aboli complètement, ouais, Ouais. avec des contraventions pour les marques qui continueraient à en faire usage. Alors on a un amendement décent. Il y a déjà un amendement. Ouais. Il faudrait aussi interdire les défilés militaires aériens au-dessus des agglomérations. Ah, c'est intéressant ça, C'est remarque. intéressant. Ouais, Ah bah ouais, sur le côté pollution visuelle, sonore et atmosphérique, il y a un moment... Après, il y a le côté l'image de la France, genre le 14 Ah oui, non, c'est juillet, sûr, etc. Quoi. Mais non, mais enfin, je sais pas qui a écrit cet amendement, mais c'est vrai que c'est intéressant de ramener le fait que c'est Jérôme, ramener le fait qu'à partir du moment où t'interdis à certains avions de passer au-dessus des plages sous prétexte que ça fait du bruit, que ça pollue et que c'est, enfin que ça pollue, enfin voilà quoi. Ouais. Il y a pas de raison que t'interdises pas davantage les défilés militaires où t'as des rafales qui passent. Ça, Alors là, c'est ça sûr. pollue encore plus, ça fait encore plus de bruit et en plus c'est au-dessus des agglomérations, donc t'as en plus un argument C'est supplémentaire. sûr. Voire même, Mais bon, c'est enfin. pire dans le sens où la boîte qui propose de la publicité aérienne au bord de la plage, c'est des petits budgets. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu, si par exemple tu veux, pour demander ta femme en mariage ou souhaiter l'anniversaire d'un pote, le faire, tu peux très bien. Et c'est entre 300 et 400 euros le passage de l'avion. C'est pas, ouais, Donc seulement. c'est pas extrêmement cher et ça permet du coup à un petit aéroclub de vivre l'été et d'avoir un petit peu plus d'argent. Mais évidemment ça pollue, donc voilà, on a un peu le cul entre deux chaises si je puis dire. Quand en attendant Bah des ouais. avions qui fonctionneraient avec d'autres types d'énergie, on est encore un peu loin. Ouais, alors on a c'est- l'avion solaire, la Solar Impulse. Ouais, il est pas Mais encore bon, du genre à tracter les publicités. Voilà, c'est ça, ni à faire des loopings. Non, dans et tous puis les après il y a sens. Airbus qui a sorti l'Ifan, qui est l'avion électrique. D'ailleurs, toi t'es un passionné, Ah ouais, mais alors, moi, ils je- le savent un petit peu. Non, ils le sur savent pas, mais Acropolis. parce que du coup, j'ai une déformation vis-à-vis de la politique aérienne. C'est que moi, j'adore les avions, c'est un truc que j'adore. J'ai commencé à préparer mon brevet de pilote, etc. Donc, j'ai plutôt facilement une empathie envers tout ce qui est aérien. Ceci étant, je comprends complètement la proposition qui consiste à dire que vous êtes gentil, mais quand on est à la plage, on n'a peut-être pas envie justement D'être dérangé. d'être ouais. dérangé. Donc, l'argument qui est de dire bah, ça distrait les gens, c'est sympa. Ouais, ok. Enfin, c'est un peu comme quand le cirque Zavata passe dans ta rue avec son micro et te dit ouais, mesdames et messieurs, Ouais, le c'est cirque vient un d'arriver. peu relou, ouais. Il y a à moitié folklorique, genre bah c'est cool, c'est le cirque, c'est comme ça, c'est ok, bah on interpelle les gens, c'est un peu particulier, une espèce d'exception qu'on C'est accepte. vrai. Et en même temps, je veux bien croire qu'il y a des gens qui disent non mais vous faites chier en fait, enfin juste c'est relou. Donc du coup, en fait, bon,
Il y a une question de mesure aussi, quoi. S'il passe 10 fois dans la journée ou s'il passe une fois ou deux, c'est pas la même chose, quoi. Et c'est pareil pour les avions, je pense qu'une fois par jour, tu peux peut-être le tolérer. Si l'avion il passe 10 fois par jour avec 10 pubs différentes, là au bout d'un moment... Non, mais après, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quoi l'économie derrière le truc, parce que effectivement, je comprends l'argument atmosphérique, et fait surtout en lutte contre la pollution, que ce soit sonore, visuel ou atmosphérique, donc lutte contre la pollution. Après, je sais pas, imaginons que si les aérodromes, les aéroclubs se financent en partie grâce à cette publicité tractée, qui leur permet du coup de proposer... je sais pas, à des lycéens de la région de passer un brevet de pilote moins cher. Par exemple, publicité qui est locale en plus, encore une fois, donc c'est souvent des offres locales, donc ça fait un peu marcher l'économie locale quand même. C'est souvent des offres locales qui sont tractées. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Juste pour revenir sur la passion des avions, vous le voyez peut-être pas ici, là, mais c'est que des photos d'avions en fait, voire juste d'hélices. Il y en a un petit peu partout, voilà. Ah le bâtard. Ouais, c'est... Mais tu peux m'avancer un petit peu le chat, parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire en fait. Vous êtes magnifique, là, ouais. Mais vous êtes écrit tout petit, hop là. Ça ne s'entend pas trop à la plage, enfin cet été j'ai pas été gêné par ça, hello tout le monde. Salut Mathian, ouais non mais, ouais. Je sais pas, tiens, on est en train de faire la pub pour Apple, ils en ont pas besoin, faut pas déconner non plus, hop là. Ils en ont pas besoin, ça. Tac. Non mais, enfin, donc voilà, j'aimerais bien connaître l'économie derrière. Après, interdire la publicité, je trouve intéressant. Alors, ceci étant, dans la proposition sur Stig, il y a quand même interdire toute forme de publicité utilisant des moyens aériens. Ouais, c'est vraiment une proposition écologique. D'ailleurs, si tu regardes la catégorie, c'est écologie et énergie, donc c'est vraiment ça l'objectif. Ouais, mais alors du coup, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de publicité aérienne. Et est-ce qu'on va interdire les décorations d'avions, genre franchement, que la je sais pas si ça rentre dans le cadre ici quand même, quoi, parce que le sticker, qu'il soit sur un avion ou sur un mur, il pollue pas plus, quoi. La fabrication du sticker pollue peut-être et la colle qu'il y a dessus, mais le fait de le mettre sur un avion plutôt que sur autre chose, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Après, il y a quand même la pollution visuelle du coup par rapport à un avion blanc. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que la proposition d'Issan c'est tout interdire en fait. Et ouais, donc du coup stickers machin et écrire dans le ciel, ouais, alors pareil, écrire dans le ciel. Ce qui est cool quand même, quoi. Non mais oui, on va pas se mentir, c'est plutôt stylé. C'est plutôt très stylé d'écrire des trucs dans le ciel. Alors après, si le ciel devient un espèce de panneau publicitaire permanent, enfin je sais pas, c'est peut-être une question de mesure, j'en sais rien. Ouais, puis je pense que c'est pas le même prix parce que le pilote qui est capable de faire ça, il doit pas te demander pareil que juste passer en avion. Et puis une heure de vol d'avion de voltige, c'est un tout petit peu plus cher qu'une heure de vol du LM, donc non mais c'est intéressant. Est-ce qu'on serait pas en train d'engager un rapport anal avec les mouches? Si, complètement. Un petit peu, ouais. Complètement. On est sur de l'enculage de mouches assez vénère, donc je propose qu'on passe à la proposition suivante. Pas de problème, en tout cas, voilà, 88% d'opinions favorables sur cette proposition. La suivante. Alors, reviens en arrière, voilà, juste en dessous. Alors, mettre en ligne les finances publiques pour qu'elles soient accessibles à tous. Alors, donc une proposition pour la transparence. Ouais, tout à fait. Transparence totale de l'utilisation de l'argent public. C'est la description de la proposition qui a été faite par Jérémy Perisco. Voilà, alors dans le générique vous avez peut-être vu Jérémy P, donc évidemment c'est pas moi, parce que c'était confusant au début, je me suis dit tiens mais ça va. T'as le droit de proposer des trucs sur Stig, Bah non, j'évite en fait, parce que moi je représente un outil, et un outil est neutre, c'est un peu bien ce que je dis, par exemple avec un marteau tu peux planter des clous avec, mais tu peux faire d'autres trucs avec, mais c'est pas la faute du marteau, tu vois, il est neutre lui. Donc Stig est neutre, et je ne peux pas me permettre de... Bon en tout cas ce n'est pas toi qui as proposé ça. Non, c'est pas moi du coup. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un... Moi, je suis évidemment pour la transparence des données, etc. Après, il y a certaines finances qui... Est-ce que tout doit être transparent? Parce que si c'est transparent pour les Français, ça l'est aussi à l'échelle du monde avec Internet. C'est-à-dire que n'importe quel pays pourra accéder, du coup, à toutes tes finances. Et il y a des types de finances qui ont toujours été secrets, comme par exemple, justement, tout ce qui est services secrets, la défense, ou des choses comme ça, tu vois. Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Non, mais je suis d'accord avec toi. On pourra en parler longuement de la transparence en matière financière. Sur cette question-là, est-ce que tout doit être public? Non, enfin non. Je peux pas répondre de manière catégorique comme ça, évidemment, moi non plus je m'en fous, j'ai pas vocation à donner mon avis, mais c'est certain qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont entre les mains des dirigeants, que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, etc., qui n'ont pas vocation à être rendus publics. Tout à fait. Voilà. Et effectivement, typiquement, la position des sous-marins nucléaires, ça fait partie des trucs, c'est compréhensible que les États, effectivement, ne fassent pas étalage sur en place publique de que ce qui est, notamment tout ce qui concerne la défense, la dissuasion nucléaire, mais aussi le renseignement général, et donc rendre public le budget de tous les services publics, ça veut dire rendre public le budget de la DSTI. Ça veut dire rendre public le tableau Excel qui dit combien il y a d'agents de la DSTI dans le monde. Voire même quelle est l'enveloppe par pays, quelle est l'enveloppe par service. Enfin, tu vois, il y a un moment, t'es un espion étranger. Il nous demande ce que c'est que les finances qu'est-ce qu'on entend par finances publiques exactement? Je sais pas ce que Jérémy Perisco entend par sa proposition. Mise en ligne des différents budgets, je suppose. On a deux amendements. Alors, il y a comment dire?
il y a plusieurs budgets en matière publique, en finances publiques, il y a plusieurs budgets. Il y a le budget de l'État en tant qu'État central, budget de l'éducation, budget de la défense, Ouais. budget ministère, budget comment ça s'appelle, déconcentrer les préfectures, etc. Il y a le budget de la sécurité sociale. Alors est-ce que ça rentre dans la proposition de Jérémy? J'en sais rien. Budget de la sécurité sociale, vous savez que la sécurité sociale et l'État, c'est pas tout à fait la même chose. Sécurité sociale a une gestion paritaire, c'est pas le cas de l'État qui a une démocratie représentative, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Et ensuite, il y a les finances locales. Ta mairie, ton département, Ouais, ta toutes les région, etc. collectivités territoriales qui ont chacune des budgets séparés, quoi. Il y a Botson qui demande si on peut voir les deux amendements. Bah, je nous ai mis Ah, dessus, tu les là, as mis, du assez coup, cool, ok. justement, y compris collectivité territoriale type mairie, donc... Ok, donc ça c'est un amendement de ouais. Sylvain. Et ensuite, avec obligation pour tout organisme chargé de la collecte et de la redistribution de l'argent public de publier ses frais de gestion. Ok. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est carrément intéressant parce que il n'y a pas de secret, là. C'est un peu comme... c'est-à-dire que c'est de l'argent qui sert à faire en sorte de Ouais, récupérer ouais, de l'argent, donc on doit faire en sorte que ça coûte le moins cher possible aux contribuables, quoi. Ça, c'est hyper important. Oui. Enfin, c'est bon, c'est tout le débat sur la bonne gestion. Après, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, qu'on parle de cette proposition, c'est qu'en fait, les finances publiques, elles sont déjà publiques. Alors... Enfin, C'est tu vois, il y a un aussi- moment, c'est c'est aussi exactement la ce que dit question, Gringan quoi. dans le chat, qui dit je croyais que les finances étaient déjà publiques. Non mais je vous le confirme, les finances sont publiques. Allez lire les bleus budgétaires, les jaunes budgétaires, tous les documents budgétaires qui sont examinés par les parlementaires au moment de voter la loi de finances. Les mecs, c'est juste public quoi. Enfin, il y Pas a à un- l'échelle de toutes les collectivités, du coup. Je Alors- sais qu'on avait il y avait, tu sais, il y a Bah si, le vote Bon. du budget c'est public. pour les mairies, etc. Ah ouais, je sais bien sûr. qu'il y a des gens qui, comment dire, il y a des mairies qui sont un peu contre l'open data parce qu'ils veulent pas justement qu'on regarde un peu trop comment c'est géré dans certaines villes parce que les citoyens auraient des surprises, quoi. Donc, Ah oui, bah, ça, les gars, je suis désolé, mais ça c'est pas la démocratie. ah oui, Il y a un moment- on est bien d'accord. Mais Moi voilà. je suis contre la transparence parce qu'après, quand on est trop transparent, les gens ils regardent. Bah ouais mec. Mais non, mais enfin, je sais pas comment vous dire, mais tout ceci s'oppose au principe de l'impôt qui veut qu'on ne puisse pas identifier sa contrepartie. Ça, Zofilo, je suis pas tout à fait d'accord avec toi pour dire que c'est un principe de fonctionnement de l'impôt. Non, tu confonds avec l'unicité du budget. Il y a un seul budget et donc du coup tous les pauvres. Enfin, c'est l'impossibilité de flécher des dépenses publiques. Ça, c'est un principe fondamental du fonctionnement des finances publiques. Qu'on puisse pas remonter jusqu'à. Non, en fait, oui, c'est ça. C'est comment dire. Il y a un principe de fonctionnement des finances publiques qui est qu'une assiette de taxation de perception d'argent n'est pas fléchée vers une direction, vers un budget précis. Oui. C'est pas l'impôt sur le revenu finance l'école Oui, et c'est l'impôt tout est sur les mis en sociétés commun finance. et- Voilà, on met tout en commun et le commun redistribue à tout le monde. Parce que si tu commences à flécher, ça devient un merdier. Après, tu réorganises des castes, machin. Enfin, c'est un truc. Bon, après, c'est un principe qui est contourné parfois parce qu'il y a des. Par il y a exemple, des- la il y a des CSG, recettes. c'est plutôt orienté. La CSG, c'est une taxation très particulière qui justement finance Les- la sécurité sociale. ouais. C'est un truc très spécial, la Les CSG. retraites, pareil, tu payes que pour les retraites. Oui, Il y a mais justement, les certaines, retraites, c'est pas des taxes et des impôts. C'est des cotisations. C'est vrai, ouais. Sur la sécurité sociale, qui n'est pas une gestion qui obéit aux mêmes règles que les lois de finances classiques. Bon, bref, tout ça est un petit peu compliqué, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les finances publiques, c'est public. Il y a un moment, à quelques exceptions près, on a, et notamment les exceptions près, il y a aussi des députés qui travaillent dessus. Je pense notamment à ce député qui est très connu et qui chaque année rend un rapport sur la gestion de l'argent par l'Élysée. Où il y a un gros effort qui a été fait ces dernières années de transparence des finances de l'Élysée, où il y avait une époque où c'était globalement opaque. C'est-à-dire que le Parlement, chaque année, votait dans la loi de finances une enveloppe, plusieurs centaines de millions d'euros, mais bon, c'est comme ça, qui était l'argent de l'Élysée. Et ils Et alors- faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Et en gros, l'Élysée, mais genre gérait, c'était le secrétaire général de l'Élysée qui gérait un peu le pognon, un peu comme il voulait, et même les députés, quand ils demandaient « Excusez-nous, on aimerait bien savoir où est allé l'argent », l'Élysée répondait pas vraiment, il disait « Bah écoutez, globalement, on a un tiers qui va là-dedans, un tiers qui va là-dedans, enfin... » Et il y avait un moment, donc voilà, donc ça a beaucoup évolué, notamment sous l'impulsion d'un député, donc je suis désolé, j'ai oublié le nom, si vous le retrouvez dans le chat, je suis preneur. René Dosière. Ah, c'est René Desière, Gringan, t'as raison, effectivement, c'est René Desière. Voilà, René Desière qui a fait un vrai travail là-dessus et c'est vraiment cool. Ça, c'est un vrai, tu vois, là, il y a un boulot de député qui est plutôt cool. Un mec qui il a fait son taf de représentant, quoi, il est allé mettre de la transparence dans les budgets. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, c'est en grande partie comme ça qu'est apparu le scandale des sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, où l'Élysée avait acheté des sondages à des instituts de sondage qui en fait étaient propriétaires de Buisson et de Ouais. je sais plus qui,
Todeschini, je sais plus comment il s'appelle. Et bref, on a appris aujourd'hui que il y avait une audition qui avait été menée pendant l'été, où comme simple témoin, il y a eu tout un tas de gens qui ont été auditionnés. Enfin bref, donc c'est une des affaires Sarkozy. En tout cas, c'était les sondages de l'Élysée. Cette affaire a été rendue possible à partir du moment où les finances de l'Élysée sont devenues publiques. Donc en gros, moi je suis Toi, d'accord. c'est déjà assez public, quoi. Franchement, ça va dans le bon sens. Et comme tu l'as dit, il y a un vague mouvement d'open data qui consiste à ouvrir de plus en plus les données publiques, et y compris les données de dépenses, etc. Ce qui permet effectivement à des entreprises ou à des organismes tiers d'avoir une vérification par la Cour des comptes, les cours régionales des comptes, qui vérifient l'utilisation de l'argent. Et d'ailleurs, je vous rappelle, parce que j'en ai pas encore parlé, mais qu'effectivement, il y a des cours des comptes au niveau national et cours régional des comptes qui vérifient les budgets. Et les mecs, c'est des magistrats. C'est pas des associations, c'est pas les services publics habituels, c'est pas l'État, c'est pas des mecs nommés. Non, c'est des magistrats, les mecs sont juges. Et ils rendent des rapports annuels. Je vous invite à lire les rapports de la Cour des comptes. Alors lisez pas parce que ce truc fait 3000 pages, mais lisez ce qu'en dit la presse, lisez les conclusions, etc. Voilà, il y a un moment, il y a aussi des magistrats qui contrôlent, qui vérifient, dont c'est le boulot, et eux ils font voilà. Et je voulais rajouter un petit truc du coup, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'Institut Montaigne, en fait, avait mis en ligne un simulateur des finances publiques. Donc c'est financespubliques.fr au pluriel. Et dessus, vous avez un mode expert et un mode débutant. Et en fait, vous avez les différentes ressources de l'État. Donc, par exemple, tu vois, la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. La dette publique qui augmente en permanence. Donc, on voit le chiffre qui s'enflamme. On prend 2000 € par seconde. C'est assez effrayant. Et en fait, vous pouvez mettre plus ou moins de pourcentage, augmenter ou diminuer les taxes et voir comment ça impacte en fait les finances publiques dans leur ensemble. Pour voir, par exemple, à partir de combien de pourcentage de TVA l'État serait bénéficiaire, par exemple. L'Institut Montaigne, ouais, tout à fait. Financepublique.fr, tout attaché au pluriel. L'Institut Montaigne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un think tank qu'on classe plutôt du côté des libéraux, traditionnellement. Ouais. L'Institut Montaigne est à l'UMP, ce que la Fondation Jean Jaurès est au Parti Socialiste. Tu vois, je schématise à grands traits, mais dans l'idée, voilà, l'Institut Montaigne plutôt mais bref. Bah après, à partir du moment où c'est un outil, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, il est neutre, quoi. C'est-à-dire que tu peux décider de rajouter 1%, et puis c'est juste des calculs, quoi. Mais effectivement, ils rendent des rapports régulièrement sur tout un tas de sujets différents, de manière indépendante, quoi. Mais plutôt orienté de droite, ouais. Plutôt orienté de droite, mais bon, peu importe. Donc effectivement, ils ont cet outil-là qui vous permet, vous, de faire la gestion de, ok, genre c'est bien beau de dire je veux réduire la dette, mais c'est ça, ça permet aux gens de comprendre qu'il suffit pas de le vouloir, quoi. Je sens que c'était le Figaro qui l'avait mis sur son site, ça, une année. Au moment où les députés discutaient de la loi de finances, c'était au moment où Fillon était Premier ministre, et c'était au moment, tu te souviens du fameux, genre la France va perdre sa note. Le triple A, le triple A, ouais. Et c'était à ce moment-là sur la gestion on était en plein pendant la crise, etc. Et le Figaro avait balancé cet outil de l'Institut Montaigne. Et c'était hyper impressionnant parce que du coup les lecteurs du Figaro pouvaient jouer à bouger les curseurs. Là c'est un peu ça. Moi je veux supprimer les SF, donc tu sais, tu supprimes les SF, puis tu vois d'un seul coup que ta dette elle monte. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est assez marrant. Et d'ailleurs il y a un jeu comme ça qui s'appelle Geopolitical Simulator, je crois, qui permet où tu choisis un pays et t'es président et tu gères tout, quoi, y compris les conflits. Tu peux attaquer un pays si t'as envie, ou tu peux. C'est civilisation. Ouais, c'est un peu ça, quoi, mais en version un peu fun. Tu peux interdire des trucs, en autoriser d'autres, créer des lois, etc. Donc là, c'est un peu plus sérieux, mais je vous invite à faire un tour, pour regarder un petit peu, se rendre compte en fait que ce que ça représente qu'un point de TVA, par exemple, sur un an à l'échelle de la France, c'est colossal, mais par rapport à la dette qu'on a, par exemple. Au final, c'est pas énorme, c'est pas si énorme que ça. Ça joue plus sur le déficit que sur l'endettement, mais effectivement, t'as raison. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, quoi. Ouais. François Fillon, candidat à la primaire, a proposé d'augmenter de 2 points la TVA en France. Voilà. Je dis ça parce que j'y pense. Mais voilà. The Philou, arrêtons les anglicismes, please, notre langue est assez riche. Ouais, The Philou. C'est marrant, tu t'appelles The Philou. Mais t'as raison. Lequel Démocratie 3. Et pas mal aussi. Démocratie 3. On y jouera sur Twitch avec Acropolis. Ça peut être marrant, ça. Ça peut être rigolo, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Le joueur du grenier propose un let's play. C'est comme ça que moi j'ai découvert le jeu sur Geopolitical Simulator. Et c'est assez drôle parce que du coup il se met en scène avec un fond vert où il y a l'Elysée et tout, et il se prend vraiment pour le président. Et c'est assez marrant, quoi. C'est très bien fait. J'adore le joueur du grenier. On l'embrasse d'ailleurs si nous regarde. Salut le joueur du grenier. Bref, on continue avec la proposition suivante. Bien sûr, ouais. Allez, go. On est sur, c'est ça, c'est la 3e là ? Bah je pense, ouais. Ok. Annuler les interdictions municipales qui proscrivent le port du burkini sur les plages des stations balnéaires françaises. Une proposition du 25 août, donc était d'actualité. Yann, il a réagi directement sur Stig, et ça c'est cool. C'est bien, ouais. Directement sur l'application.
Alors, la description, c'est on demandera pas à une bonne sœur catholique de se dévêtir au nom de la laïcité, 2 poids, 2 mesures, c'est une interdiction réactionnaire et liberticide. Ok. Et effectivement, il a reçu 81% d'opinion favorable. Ouais. Alors, il n'y a pas d'amendement. Il y a un petit Il y a débat. des Ça a débats, discuté par ça a contre. Enfin, discuté, de toute tu façon, m'étonnes, c'est, Burkini le 25 août, bim. Ouais. Alors, moi, je peux pas trop donner mon avis parce que bah, il faut rester neutre, quoi. Non, mais attends, la France est divisée en deux. La France est coupée en deux. Non, j'en sais rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que je sais pas si au moment où Yann a posté sa proposition, on avait déjà l'arrêt du Conseil d'État. Mais tu sais que le Conseil d'État a donné une décision en la matière. Ils ont annulé l'arrêté municipal de la ça a commune été fait, de du je sais coup, plus quoi. Oui, alors le problème, c'est qu'il y a des maires qui ont décidé de jouer au mariole et de dire moi j'en ai rien à battre du Conseil d'État. Moi je garde mon arrêté. Bon, ok les gars. Alors on rappelle, hein, le Conseil d'État c'est la Cour suprême. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur Acropolis qui explique ce que c'est que le Conseil d'État et pourquoi le Conseil d'État a à voir avec le Burkini. Donc voilà. Donc du coup peut-être qu'au moment où Yann a fait la proposition, mais ceci étant, vous êtes en train de dire dans le chat c'est bon, c'est passé, c'est fait, etc. Non, il y a une décision de justice, mais ça n'empêche pas le débat politique. De toute façon, ouais, sur est-ce que ça devrait ou pas être interdit ou autorisé. Mais non, mais voilà, c'est ce que dit The Philou, enculage de mouche, c'est classé comme affaire. Je suis désolé, The Philou, c'est pas du tout classé comme affaire. Le Conseil d'État a dit le droit. Voilà, c'est son rôle de Cour suprême. Le Conseil d'État a dit, en l'état actuel du droit positif français, on n'a pas le droit d'interdire à des femmes de porter le burkini sur le quoi que ce soit d'ailleurs, en fait. En fait, quoi que ce soit. Mais en gros, le Conseil d'État a dit, voilà, la laïcité n'est pas un argument valable, pas plus que la protection de l'ordre public parce que c'est démesuré. Enfin voilà, en gros, le Conseil d'État a donné. Mais le Conseil d'État, le Conseil d'État, son rôle, c'est de dire le droit. Il fait pas de la politique, le Conseil d'État. Il dit juste, en l'état actuel du droit, c'est comme ça que ça marche. Sauf qu'il y a un débat politique derrière qui est de dire, est-ce qu'on fait changer le droit? C'est ça, c'est ce que dit Gringan, le législateur peut modifier le droit. C'est même son travail, quoi, d'une certaine manière. Exactement, c'est ce que dit Gringan. Donc, donc voilà, donc il y a un moment, on a une élection présidentielle dans un an qui va arriver. Vous inquiétez pas qu'il y a des candidats qui d'ailleurs l'ont déjà déclaré, qui ont dit, moi président, j'interdirai le burkini. Ça veut dire quoi, j'interdirai le burkini? Ça veut dire, je proposerai au Parlement une loi qui interdira le port, alors je sais pas comment ils écriront leur loi, mais qui interdira le port machin. Et il suffit que tu aies une majorité de députés qui soient d'accord avec cette loi, boum, hop là que les mecs ils votent, ça y est, c'est la loi, c'est le droit positif, donc le Conseil d'État se couche. Donc voilà, n'est pas du tout plié. Pour un vêtement précis, à ce moment-là, t'en fais une pour chaque truc, ça devient un peu n'importe. Enfin voilà, c'est. Bref. Mais c'est un débat qui aura lieu et on le commentera en direct sur Acropolis, ça je vous le promets évidemment, parce que ça va être fascinant, on va encore reparler, mais c'était à peu près le même débat qu'on avait eu au moment de l'interdiction de se disant interdiction de la burqa, c'est le voile intégral sur l'espace public, machin. Bah, exactement pareil, il y avait eu des débats assez passionnants sur au nom de quoi est-ce qu'on le fait, pourquoi faire, est-ce que c'est la laïcité, est-ce que c'est la protection de l'ordre public, est-ce que l'un va pas un peu avec l'autre. Dans tous les cas, si t'interdis un vêtement religieux, faut que ce soit pour toutes les religions, quelles qu'elles soient, quoi. Il faut pas que ça se limite à une, faut que ce soit l'ensemble des religions, c'est hyper important ça. Donc par rapport à ce que dit Yann là sur les bonnes sœurs catholiques, d'ailleurs il y a une photo qui est passée sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu l'as vu, avec des bonnes sœurs sur la plage, voilà. Et personne, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, oui, en sachant que c'était considéré comme une violation grave des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel retoquerait la loi. Ah oui, oui, Jennifer, tu as raison, le Conseil constitutionnel aura son mot à dire, mais je rappelle que le Conseil constitutionnel n'a pas censuré la loi sur le port du voile intégral. Donc peut-être que c'est parce que dans la liberté fondamentale, il n'y a pas, en tout cas dans l'interprétation qu'en a le Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'opposition, oui, c'est ça, il n'y a pas d'opposition à la prohibition du port de ce genre de tenue. Donc voilà. Encore une bande de vieux gâteux qui considèrent qu'un maillot de bain est une menace pour la démocratie. Salut Fanny, t'as l'air enfant. Techniquement, c'est pas la burqa qui est interdite, c'est de se couvrir le visage totalement dans l'espace public, il me semble. Oui, Gringan, mais là pareil, il y a... Non, en fait, c'est pas interdit, c'est pas se voiler le visage qui est interdit. T'as le droit de porter un casque de moto, t'as le droit de porter un masque dans un carnaval. Ou aller au ski, enfin exactement. Voilà, moi je suis motard, je suis un dieu en moto à chaque fois que je vais chez les gens, et heureusement que j'ai le droit d'avoir mon casque. Oui, heureusement. Non, ce qui est interdit, c'est de porter un vêtement destiné à dissimuler le visage. Et là, c'était passionnant. Enfin, moi, en plus, je me souviens à l'époque où ça a été voté, j'étais étudiant en droit, et j'avais eu des cours absolument géniaux sur la légistique, quoi, sur comment est-ce qu'on écrit la loi. Et en fait, c'est fondamentalement la destination de ce que tu portes. La légistique, ça s'appelle. La légistique, c'est la science de l'enculage de mouche. Non, ça va plaire à The Philou. non, la légistique, c'est comment est-ce que quels mots sont utilisés dans quel ordre pour... Voilà, pour écrire la loi, quoi. Bon, bref. Et donc tout ça pour dire que... Il y a un énorme débat sur le chat si on dit chocolatine ou pain au chocolat. Ah non, vous allez pas relancer le débat, les mecs. Je vais mettre fin tout de suite. Hein. On dit pain au chocolat. Voilà. Moi, je suis pas d'accord, je dis qu'on dit comme ça. Ah bah non. Bah non.
Bon, on va pas rentrer là-dedans. Tu vois qu'ils vont l'écrire sur Steam, ils vont commencer à voter les mecs. Mais donc voilà. Donc non, tout ça pour dire que non, la burqa n'est pas interdite effectivement, c'est le port d'un vêtement destiné à cacher le visage. Quand tu portes un casque de moto, ton souhait, ta volonté n'est pas de te cacher le visage. Ah bah ta non, volonté c'est de te protéger des chocs. Quand tu portes un masque de ski, c'est de te protéger machin. Donc, voilà comment s'écrit la loi aujourd'hui. Donc c'est là où il y a la distinction, quoi. Tu veux c'est dire là que le juge, dans le but de pourquoi tu portes le vêtement, quoi. Tout est une question de contexte, et au moment où un juge devra vérifier si un mec a été arrêté, par exemple, si c'est abusif d'arrêter un mec qui portait un truc, il regardera à ce regard-là, il disait mais pourquoi vous portiez votre truc, et il essaiera d'estimer, voilà. N'oubliez jamais le contexte, c'est le contexte dans lequel se passent les choses, la loi n'est pas un truc complètement hors sol, voilà. Bon, on passe à la suivante. Ouais, on enchaîne. Alors... attends, on en a pas sauté une. Bah, c'est possible. Intérieur, forme de publicité, on l'a fait. Finance publique, Burkini. Non, on en est là. Hein. Donc, une proposition sécurité et défense. Interdire l'exportation de matériel militaire au Moyen-Orient et en Afrique ou simplement dans le monde entier. À l'exportation? Ouais, parce que la France est un des pays qui vend le plus d'armes. Et à tout un tas de pays d'ailleurs. D'ailleurs, on fait un coucou à Jean-Yves Le Drian, notre ministre de la Défense, qui à l'heure actuelle est qui nous regarde. Qui nous regarde, salut Jean-Yves. Non, Jean-Yves Le Drian, qui est d'ailleurs ministre de la Défense et président du Conseil régional de Bretagne, n'est-ce pas, et qui est actuellement en Inde, puisque l'Inde s'apprête à signer le contrat du siècle avec Dassault. Ouais. Ils vont acheter 34 avions Rafale. Donc on est énorme, ce qui est colossal, hein. C'est déjà qu'on n'en vend pas, alors si en plus on en vend 34 d'un coup, c'est absolument phénoménal. C'est un peu comme le Charles Leclerc, on a les meilleurs trucs du monde, mais comme c'est les plus chers, c'est compliqué de les vendre, quoi. Voilà, ils tirent en avançant, mais bon, si t'en vends pas, ça sert à rien, quoi. Bon. Donc voilà, donc non, en tout cas, tout ça pour dire que la proposition d'Antoine est pile poil dans l'actualité du jour, c'est pas pour ça qu'il l'a faite, mais en tout cas c'est intéressant, effectivement, la France est un des pays les plus vendeurs d'armes, les plus exportateurs, et voilà, et donc du coup on lit un petit peu la description. Avions, chars, fusils automatiques, navires de guerre sont vendus en masse chaque année par la France à destination de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Qatar. Une économie ne doit pas se baser sur l'instabilité géopolitique des pays étrangers. Alors ce qui est intéressant dans la proposition d'Antoine, c'est qu'il parle principalement du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ouais. Alors autant l'Afrique, enfin je veux dire l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est pas les pays les plus instables du monde non plus, quoi. Le Qatar est pas instable au même titre que les Émirats Arabes Unis. Tu dis ça par rapport à l'instabilité dont parle Antoine. Ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu dis. Oui, ça effectivement, oui. C'est pas forcément Après l'Afrique, il y a effectivement des endroits où tu sais pas trop où... Ouais. Après, je pense que le contre-argument de ça, parce qu'évidemment, vendre des armes, je préférerais qu'on se fasse pas la guerre, tu vois. Mais c'est toujours la même chose, c'est que si toi tu les vends pas, quelqu'un d'autre va les vendre au pays. Et donc c'est une question d'éthique après, quoi. Est-ce que la priorité c'est l'économie ou l'éthique, et c'est toujours le même problème qu'on a, quoi, finalement. C'est ce que disent Philo. Je pense que la question importante c'est pas si oui ou non il faut vendre des armes, mais à qui est-ce qu'on vend des armes. Et en fait c'est ce que pose Antoine. Mais moi du coup je suis pas d'accord avec toi, Philo, et j'ai tendance à pas être d'accord avec Antoine non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on vend des armes ou on n'en vend pas. Enfin, comment dire, comment est-ce que tu veux mettre de l'éthique dans le fait de vendre des armes? C'est qu'il y a un moment, tu divises le monde en deux, il y a les gentils, les méchants, on vend que gentils et pas méchants, tu vois. Le méchant, lui, il a rarement conscience d'être méchant, hein. Chacun peut se faire le bien. Non, mais c'est vrai, mais oui, il faut... chacun va midi à sa porte. Et l'autre problème, c'est que le développement des armes, pour notre défense, coûte très cher, et donc si on les vendait pas aux autres pays pour rentabiliser le développement de ces armes, ça coûterait horriblement cher, et ça, tu vois. Oui, mais alors là t'as aussi un argument. On tourne en rond, quoi. Mais oui, on tourne en rond parce que t'as aussi un argument qui va dire oui, mais si on développe autant notre propre capacité de défense, c'est bien parce que les pays en face aussi s'équipent de plus en plus. Donc en fait, le comble ce serait qu'on ait vendu des armes à un pays qui nous attaque avec, quoi. Effectivement, c'est là où tu veux en venir un peu, quoi. C'est pas là où je veux en venir, c'est qu'en fait comment dire. Oui, on sait que le complexe militaro-industriel et le lobby militaire va de l'avant. En fait, c'est une course en avant vers plus d'armes. On en vend aux autres. Du coup, le monde est de plus en plus en insécurité. Tu te rendais compte, les mecs, ils ont de plus en plus d'armes. Donc, il faut qu'on développe de plus en plus des moyens de défense. Et pour les financer, t'as raison, on doit en vendre de plus en plus. Ça s'arrête jamais, quoi. Et d'un autre côté, la défense, si les autres pays, ils ont une avancée technologique sur toi, c'est d'ailleurs pour ça que le général de Gaulle avait tenu à ce qu'on ait l'arme nucléaire, si je dis pas de bêtises, c'était pour être certain que... Ouais, alors à l'époque, c'était la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est un truc très particulier. Pour le coup, je le mettrais presque pas dans la Tu le mettrais à part par rapport aux... Parce que c'est un truc qu'on n'exporte pas, ça c'est sûr, quoi. Non, ça c'est certain. La dissuasion nucléaire, c'est vraiment un délire. Alors t'as raison, c'est daté, c'est les années 50, 60, etc. Il y avait à l'époque...
l'enjeu était plus géopolitique que militaire. On sait bien que l'arme nucléaire n'est pas un enjeu militaire, c'est un enjeu géopolitique et stratégique. On n'a pas l'intention de la faire péter sur qui que ce soit, heureusement. Mais bref, et d'ailleurs on voit bien que la Corée du Nord qui la développe non pas pour attaquer la Corée du Sud, mais pour asseoir son autorité à la nation. Bref, tout ça. Qui ont 28 sites internet d'ailleurs, vous avez dû le voir passer. Oui, sur la Corée du Nord. Enfin bref, on dérive, mais il y a Mister Cassin qui rappelle qu'on devrait être fier d'être français, que le conflit Inde-Pakistan serait fait avec du matériel français. Cocorico, mettez-vous sur la gueule, mais avec du matos maison. Je sais pas vraiment si on peut être fier que des outils fabriqués par notre industrie soient choisis pour tuer des êtres humains. Bah voilà, c'est ce que Gringan remet sur le tapis, la question de l'éthique. Et moi je me pose la question de savoir s'il y a une éthique dans la vente d'armes, est-ce qu'elle est à géométrie variable? C'est-à-dire qu'à un moment on en vend ou on n'en vend pas. Mais si on en vend, est-ce qu'on commence à... Enfin, j'en sais rien. Et puis, si on n'en vendait pas officiellement, est-ce qu'on en vendrait quand même officieusement? Comme par exemple dans le film Lord of War, tu vois très bien qu'en fait les pays sont prescripteurs des trafiquants d'armes. Donc il y a aussi ce problème-là. Ouais. Voilà, effectivement, c'est une question philosophique. Je pense aussi qu'il y a de ça, quoi. Il faudrait que tout le monde arrête de faire des armes d'un seul coup, quoi. Ah mais c'est le principe du programme de désarmement nucléaire, etc. Il y a des gens qui mènent des batailles pour ça, il y a Hubert Védrine notamment, il y a des gens qui à mon avis méritent le prix Nobel de la paix depuis 10 ans parce qu'ils se battent pour mettre autour de la table tous les pays en leur disant écoutez, à partir de maintenant on va faire une désescalade progressive de la quantité d'armes, tu sais, notamment toutes les actions diplomatiques sur les bombes à sous-munitions. Les BASM, ce qui mutile les gens, qui mutile les gamins 30 ans plus tard. Il suffit qu'il y ait un pays qui dise non, moi je continue à le faire, et du coup ça marche plus, quoi. Et comme par hasard, ces pays-là, c'est ceux qui en plus sont du genre à en faire beaucoup. Donc non, mais enfin bref, donc tout ça pour dire qu'il y a il y a des mecs qui méritent le prix Nobel de la paix un peu plus que des commerciaux qui vendent des armes au bout du monde. Mais ouais. Ouais, de toute façon, on va peut-être passer à la suite. On passe à la suite, ouais, pardon. On pourra en discuter pendant. C'est vrai que ça pourrait être extrême. Alors ça, c'est-à-dire le sel nitrité sodique dans les charcuteries et salaisons. Alors c'est en réaction directe avec Cache Investigation qui était la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont largué. Donc tu vois ce que c'est Cache Investigation? Ouais, de l'IUCN, ouais. Et en fait, elle a enquêté sur le fait que dans le jambon, on injecte du sel nitrité. Et alors là, tout ce que je dis, c'est le fruit du reportage. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été vérifié ces dires. A priori, c'est quand même quelque chose de sérieux, même si on va le voir dans le débat ou les amendements. Je sais plus, il y a des gens qui remettent en cause ce qu'elle dit. Mais d'accord. Ce qu'elle explique, ce qu'elle a découvert, c'est qu'en fait, le sel nitrité, au départ, c'était pour protéger de la... si quelqu'un retrouve une vieille maladie, en fait, qui n'est plus... qui a été... exterminé, si tu veux, qui était, mais qui à une époque ça avait du sens de foutre le botulisme. Il l'a écrit, voilà, c'est ça, c'était pour lutter contre le botulisme. Ouais. Et en fait, du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le botulisme, en Europe occidentale, il y en a plus, et qu'en fait, si on continuait à mettre ce sel nitrité dans le jambon, c'était pas pour ça, en fait, c'était parce que ça le rend rose, et que si t'en mets pas, il est gris marron et qu'il est moins appétissant. Alors je sais pas toi, moi, ça me dérange pas de manger du jambon marron si c'est la couleur normale, quoi, tu vois. Non, ceci étant, il faut reconnaître qu'on a une génération qui a été éduquée avec au jambon rose. Bah voilà. Donc ouais, ah putain. Et donc il y a tout ce problème de, on empoisonne les gens potentiellement simplement pour donner une couleur au jambon, quoi. Et ils ont été faire une enquête, hein, donc ils en parlent, au Danemark, où au Danemark tu as des produits qui sont sans sel nitrité. Il y a des fabricants depuis des dizaines d'années qui proposent ça, et il n'y a jamais eu de cas de botulisme de plus qu'ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas non plus. Donc ils ont prouvé de manière empirique que le sel nitrité était superflu, quoi. Que l'argument, en tout cas, de lutte contre les maladies, le botulisme, ne tient plus. C'est ça. Il a tenu à une époque. D'ailleurs, voilà, il y a plein de sources. Je vous invite à aller voir sur Stick si vous voulez regarder les sources, etc. C'est une belle proposition. On a des données complémentaires, etc. Avec le nombre de décès en 2015 par cancer colorectal. Donc c'est ça que déclenche les sels nitrités. C'est le cancer colorectal. Voilà, ça blague pas du tout, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Et donc on en parle dans le débat, Johan qui nous dit que les Danois utilisent du E250, donc le sel nitrité, mais que la teneur max est 2 fois moins que la norme européenne qui est mise, qu'il y a en France, quoi. D'accord. Et donc elle a été interrogée le PDG d'Erta, qui avait l'air un peu gêné dans la vidéo quand même, quoi, tu vois.
Et lui qui maintient ça, qui dit, moi, il est hors de question que je prenne le risque qu'il y ait du botulisme et retirer le sel nitrité, et que quelqu'un tombe malade et que ce soit ma responsabilité. Ce qui pourrait se tenir si effectivement il y avait des cas et que la maladie était encore présente, quoi. Donc est-ce que c'est purement commercial le fait qu'on veuille du jambon rouge, ou est-ce c'était vraiment le fond de sa pensée, on peut pas le savoir de toute façon, quoi. Après, je veux pas être démago, mais c'est aussi à chacun de se prendre en main. Perso, depuis le portage, je ne mange plus trop ces produits. Alors du coup, tu manges plus du tout de jambon en France, quoi. C'est ça le truc, Bah ou alors tu vas chez ton boucher et t'achètes du jambon non rose, quoi. Mais il est rose le jambon. Bah alors ça je sais pas en fait. Non, parce que pour moi le jambon rose d'Élise Lucet, oui, c'est celui qui est tranché, etc. Je t'avoue que ils en ont pas parlé du jambon à la coupe à la boucherie, quoi. Je sais pas si c'est injecté dans le jambon ou je crois pas que ce soit injecté dans les tranches. C'est dans le fumage ou dans le procédé ou je sais pas trop quoi. Et putain, ça y est, ils partent en référence sur Kaamelott. Non mais manger du poulet en tout cas, ouais, bouffer du poulet. Non mais d'accord. Non, en tout cas, ce que je trouve intéressant, je t'avoue que je découvre le sujet, j'ai pas vu le reportage d'Élise Lucet, mais ce que je trouve vachement intéressant, c'est que Aurélie a fait une proposition sur Stig suite à un reportage. Il y a un côté lanceuse d'alerte. Un peu comme le Burkini. Ouais, je suis content que Stig serve aussi à l'actualité, c'est-à-dire qu'on a une vocation un peu au long cours, tu vois, de créer la volonté générale, mais c'est important que les gens réagissent en même temps à l'actualité, et Stig Week ça sert à ça aussi, du coup, c'est qu'il n'y ait pas trop de décalage entre les propositions quand on vous en parle, quoi. Ce qui est intéressant là en l'espèce, c'est de voir à quel point est-ce que l'opinion publique, enfin notre opinion publique collective, dépend du travail des journalistes. Bah, franchement, là, si c'est pas le meilleur exemple de dire qu'on a besoin d'une presse, enfin de journalistes indépendants qui font de l'investigation, etc. Voilà, on a tous collectivement découvert grâce à Élise Lucet qu'il y avait un problème dans le jambon. Enfin, il y avait un problème. Bah, chaque investigation, tu te prends une tarte un peu. Hein. Chaque fois, ça fait peur, quoi. Et malheureusement, c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec Stig. Il y aura des surprises quand on va sortir de bêta, vous verrez, mais c'est que l'information ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment, tu regardes, c'est pareil avec les Panama Papers, avec Snowden, etc. Tous les gens s'insurgent, se disent c'est inadmissible. Sauf que quelques mois après, bon bah, il se passe rien et t'as pas de pouvoir, quoi. Et donc nous, on essaye de faire ce lobby citoyen qu'il y ait des actions concrètes qui se passent derrière, quoi. C'est un peu, il y a un chaînon manquant, en fait, signer la pétition après l'article. C'est ça, il y a un chaînon manquant à compléter. C'est ce que disait Jean Jaurès dans le premier. Tu sais, c'est Jean Jaurès qui a créé l'Humanité. Et le premier éditorial du premier numéro de l'Humanité, c'est un texte de Jean Jaurès, qui est un texte absolument célébrissime, absolument extraordinaire. Il parle beaucoup de la gauche, du mouvement humaniste, etc. Mais il parle aussi de la presse. Et il a une vision qui est assez géniale de la presse, où il dit il faut trouver la vérité et la dire, parce que la vérité est révolutionnaire. C'est par la vérité qu'on réussira la transformation sociale, et c'est en disant la vérité aux gens que la population n'avancera que grâce à la vérité. Enfin bref, donc tout ça pour dire que je ferme la parenthèse, mais c'est toujours d'actualité de se dire que on a besoin d'une presse qui fait son taf en indépendance et qui nous présente à nous le public. C'est ce que disait Balzac, qu'il y avait deux histoires, l'histoire officielle menteuse et l'histoire officieuse, sont les véritables causes des événements. Et il avait déjà tout compris. Balzac aussi, disait ça. Ouais. Ouais, il y a un côté complotiste. Un petit peu, quoi. Dans Balzac. Je ne soupçonnais pas faux non plus, quoi. Bon, ok. On passe à la proposition suivante. Ouais. C'est celle-là. Voilà. Alors celle-ci, moi j'ai beaucoup à en dire. Alors attends, comment elle s'appelle ? Rendre nos villes plus agréables en limitant la pollution sonore, les déchets jetés sur les voies publiques, les déjections canines, etc. Ah oui, c'est un plaidoyer pour la propreté. C'est pas celle-là en fait. C'est pas celle-là, t'as rien à dire sur celle-là ? Si, je suis pour les crottes de chien, mais c'était une sur le transport, mais c'est peut-être celle d'après en fait. Ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire que quand on parle de, là typiquement une limite sonore pour les voitures, les scooters, etc. Moi ça me fait penser un peu au film Demain, où ils vont dans des pays du Nord et ils te montrent qu'en fait c'est l'urbanisme qui fait les moyens de transport et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on a construit les villes autour de la voiture, c'est pas les villes qui se sont introduites à l'intérieur, et que si tu réduis la place que tu accordes aux véhicules polluants pour augmenter la place accordée aux véhicules non polluants comme les vélos par exemple, tu vois ce genre de choses, et les gens vont d'eux-mêmes se mettent à changer de méthode de transport, simplement parce que du coup c'est plus optimisé pour, tu vois. L'urbanisme n'est pas une matière d'adaptation, c'est une matière de transformation. Bien sûr. Je suis absolument convaincu. Non, mais c'est de la politique d'urbanisme que découlent en fait les méthodes de transport et même nos habitudes de vie finalement dans une certaine mesure, quoi.
Il y a des gens qui se foutent de la gueule de la proposition en disant ça c'est une proposition de loi, bande de hippies, on ne paye qu'en câlin. Mais non mais attends, Non, mais alors, la description... et puis Stig, l'objectif c'est pas que les citoyens proposent des lois parce que c'est pas leur travail, c'est qu'ils proposent des idées pour améliorer les choses qui pourraient être reprises par des élus pour en faire des lois, parce qu'on va pas vous demander d'écrire une loi, ce que tu disais, comment tu disais, la légistique. La légistique, voilà, ouais. ça, moi tu vois je connaissais même pas le mot. Donc c'est pas à nous de le faire, ça, c'est vraiment proposer des choses. Effectivement il y a des propositions qui sont plus ou moins larges, plus ou moins concrètes. On pourra en parler longuement, mais t'as raison. En tout cas oui, bien sûr, Stig, ça, si vous proposez ce que vous voulez sur Stig, et en tout cas, quoi qu'on en pense, il y a eu quand même 91% d'opinions favorables sur cette proposition de Paul. Et en tout cas, donc lui, il a décrit en disant instaurer une limite sonore pour les voitures sans permis, scooters avec pot de détente et autres véhicules ou objets ralentisseurs responsables d'une grande partie de la pollution sonore. Imposer une sanction et une surveillance plus assidue pour toute déjection canine non ramassée ou mégots de cigarettes, papier, autres déchets jetés. Ouais, donc là, clairement, c'est une... Ouais, c'est un plaidoyer pour la propreté. C'est vachement intéressant la notion de propreté. Ça devrait pas être une loi, c'est-à-dire que si tu regardes au Japon par exemple, c'est de la culture. Mais oui, c'est justement ce que je voulais dire. On est des latins, c'est un peu, tu vois, il y a là une question de culture aussi, quoi. Il y a aussi une question de culture, il y a aussi une question du rapport qu'on a à la propreté de nos propres villes. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que les grandes villes européennes n'ont jamais été aussi propres qu'aujourd'hui. Jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que progresse la propreté de nos villes, il y a aussi un autre truc qui progresse, c'est notre intolérance à la saleté. Et tant mieux, c'est plutôt bien, quoi. Tant mieux jusqu'à un moment, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va enfin oui. Oui, si, t'as raison. Mais tu prends, enfin... Il y a des villes qui sont connues pour être dégueulasses, Mexico, Athènes, New York, etc. Les gens dans ces villes-là, je dis pas Naples, oui, Naples c'est un peu particulier, mais je dis pas que les gens dans ces villes-là trouvent que leur ville est propre. Parce que eux aussi, ils trouvent que leur ville est sale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils trouvent autant que leur ville est sale que nous, on trouve que les nôtres sont sales. La réalité, c'est que les nôtres, sans déconner, elles sont vachement plus propres que ce qu'elles étaient avant. Ouais. Tu prends l'histoire de Paris. Alors pourquoi Paris au Moyen-Âge. Parce que je te dis, notre intolérance progresse. C'est ça qui est intéressant. Mais la leur, non. C'est ça que tu veux dire. Mais si, elle progresse en même temps. Mais au fur et à mesure qu'ils vont faire des efforts et nettoyer mieux en mieux leur ville, ou en tout cas faire des efforts culturels pour la moins en moins la polluer, il y a un truc qui ne va pas baisser, c'est leur intolérance à la saleté. C'est juste que leurs standards vont s'organiser de plus en plus, qu'on va aller vers plus de propreté, mais que la tolérance à la saleté va elle aussi... Donc ça va avec l'habitude, c'est-à-dire que quand tu es habitué à être dans quelque chose qui est plus propre, bah tu vas moins tolérer la saleté parce que tu es habitué à être dans du propre. Exactement. Donc il y a peut-être aussi un problème d'infrastructure, de ramassage des déchets, oui, et puis, plus que en plus de la culture. C'est un truc de culture aussi, c'est quelle est ton intolérance vis-à-vis du truc qui traîne dans la rue. Enfin, moi pour le coup j'ai bossé à la mairie de Paris, je sais que la ville de Paris a fait des efforts en termes de propreté, que alors après on est objectif ou pas, le truc machin, mais en gros Paris est un peu plus propre maintenant qu'avant, mais les Parisiens sont pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Bah non, ouais. Non, mais parce que... Ça dépend des endroits aussi. Hein, ouais. Mais parce qu'on va estimer, enfin voilà, le ramassage des ordures ménagères non déclarées au ramassage, etc. C'est un truc qui avant à Paris c'était jonché de déchets partout. Et des canapés éventrés un peu partout sur voilà. Maintenant on a une intolérance à ça parce qu'on en voit de moins en moins. Tu vois un canapé éventré, tu dis mais c'est dégueulasse. Bah ouais, mais oui, bien sûr que c'est dégueulasse, évidemment que c'est dégueulasse. Mais la vérité c'est que c'est la première fois de la journée que t'en croises un. Alors qu'il y a 10, 20 ans, 15 ans, t'en voyais beaucoup plus. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça évolue et je sais pas quelle est la... Enfin il y a aussi un autre truc que je trouve intéressant, encore une fois là je parle de mon expérience que j'ai bossé à la mairie de Paris, je me souviens de la maire du 20e arrondissement pour qui j'ai travaillé, elle se faisait interpeller par les gens dans la rue qui effectivement lui disaient les rues sont dégueulasses, les rues de Paris sont dégueulasses, et elle leur répondait vous êtes gentil, c'est pas la mairie de Paris qui salit les rues. C'est qu'il y a un moment... Non mais c'est... non plus, quoi. Elle était un peu cash comme ça avec les gens, elle dit non mais c'est pas nous qui les salissons. C'est qu'il y a un moment, nous on veut bien ramasser les déchets, mais la solution n'est pas dans le ramassage des déchets. La solution est dans la culture. Et peut-être on arrête de balancer nos mégots, on arrête de pisser sur les portes cochères, enfin voilà, il y a un côté... Peut-être aussi sur du côté des personnes qui fabriquent les produits, c'est-à-dire que limiter les emballages, faire des choses plus biodégradables plus rapidement. Je sais pas, par exemple, je comprends pas pourquoi on doit être capable de fabriquer des mégots de cigarettes qui sont biodégradables rapidement, quoi. Y a pas de raison. Avant, tu sais pourquoi... Déjà, ils le sont beaucoup plus qu'avant. Ouais, bah, je digresse un peu, mais tu sais pourquoi les mégots de cigarettes sont jaunes avec des petits points jaune clair. C'est parce qu'en fait, les premiers mégots de cigarettes étaient faits à partir de maïs, et avaient cet aspect-là naturellement, et donc étaient d'ailleurs beaucoup plus biodégradables. Et les cigarettiers, pour garder l'habitude, pour que les gens continuent à fumer, n'ont pas voulu changer pour que... Alors maintenant ce serait plus le cas évidemment, mais pour que les anciens fumeurs ne changent pas leurs habitudes, ne serait-ce que visuellement, quoi, tu vois. Donc c'était fait à partir de maïs, et ça se trouve c'était au final plus écologique que ceux de maintenant. Je sais pas en quoi c'est fait les mégots d'aujourd'hui, mais... C'est vrai qu'on s'habitue à être choqué. C'est vrai qu'on s'habitue, j'ai été choqué de voir mon premier chat mort quand j'habitais à Roubaix, mais au bout de 6 mois, ça ne me choquait plus
comme les voitures démantelées sur les parkings. Bah ouais, tu vois, Philou, en fait... Un chat mort, ça me choquera toujours, je pense. Je sais pas. Ouais, et en même temps, ça dépend si t'en croises un par jour. Enfin, tu vois, il y a un moment, les animaux morts sur le bord des routes, si t'arrêtes pas d'en C'est croiser... triste de s'habituer à genre... Bah, tu t'habitues à la violence, on s'habitue à tout, quoi. Le fait est qu'on s'habitue. Et c'est effectivement comme les carcasses de bagnole, t'as raison, Philou, notre regard s'habitue. Donc, mais c'est intéressant, c'est pas inintéressant. Et effectivement, je sais plus qui dans le chat disait qu'on pouvait mettre ça en relation avec l'amnésie écologique. Notre intolérance à la pollution évolue avec notre lutte contre la pollution. Et tant mieux. Et là pour le coup, il y a une forme de cycle vertueux, ouais. Je pense qu'on va dans la bonne voie, et notamment notre génération est beaucoup plus habituée à ce genre de choses que nos parents déjà. Et petit à petit, ça va peut-être prendre 1 ou 2 générations, mais on va vers de plus en plus de prise de conscience, ça c'est sûr, quoi. Et c'est Jennifer qui a le mot de la fin en disant les gens sont dégueulasses. Moi de toute façon, je vais te dire, les gens sont dégueulasses. Et ouais. Bon bref, il y a des poubelles dans les rues, alors faut les utiliser. Non mais bien sûr, voilà, c'est ça, c'est de l'éducation. Mais mais moi je me souviens, attends, c'était mortel. Les écoles du 20e arrondissement, on avait mis en place des programmes trop bien avec les animateurs sur les temps périscolaires et tout, où les enfants faisaient des promenades de propreté autour de l'école. Et du coup, c'était trop bien parce que les enfants, ils étaient par groupe de 2, ils avaient un espèce de papier où ils devaient cocher, ils devaient compter le nombre de saletés qu'ils voyaient. Et alors déjà en classe, il y a eu un travail avec eux pour définir ce que c'est qu'une saleté. Donc tu sais, ils avaient mis, il y a les déjections, il y a les papiers, il y a les trucs, il y a les chewing-gums, il y a les mégots, etc. Et ensuite les gamins, genre tu sais, ils partaient dans le quartier, encadrés par des animateurs. Un peu genre chasse au trésor. Mais ouais, c'était chasse au trésor. Et tu sais, ils comptaient, ils disaient alors il y a combien de mégots? Et en fait, ils commençaient à en compter, et puis en fait, ils relevaient les yeux, ils voyaient que le trottoir faisait 40 mètres. Ils disaient mais en fait, il y en a 1 million des ligues, c'est un truc de ouf. Ouais, ça fait prendre conscience. Et ça faisait prendre confiance aux enfants, ils étaient trop contents. Au début, c'était trop mignon parce que j'en voyais, ils comptaient les tags. Ils disaient les tags, c'est une saleté. Et donc tu sais, ils commençaient à compter chaque tag. Il y a des coins du 20e, mais laisse tomber, enfin tous les murs. Et donc du coup, au bout de 5 mètres, ils disaient oui, mais regarde celui-là, il est joli, est-ce que c'est de la pollution? Et du coup, tu sais, les gamins ils commençaient à débattre pour savoir est-ce qu'un tag c'est génial. Et c'est trop bien, tu vois, les enfants, la prise de conscience commence, et du coup, ils débattent entre eux, ils disent ouais, bah qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui l'est pas. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que oui, tout ça c'est une question de culture, d'éducation, et il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance collectivement. Mais voilà, est-ce que ensuite la proposition de Paul d'interdire est la bonne solution? Peut-être en partie, ouais, ça fait partie d'un tout. Je pense qu'il y a aussi le côté éducation, quoi. Enfin, faire prendre conscience, c'est peut-être plus important même qu'interdire, quoi. Tu vois, faire quelque chose de positif, faire comprendre aux gens plus que leur dire, que leur interdire directement, quoi. N'est-ce comme média? Salut Tropal, je sais pas, oui, est-ce que le rôle des médias dans la propreté des villes, ça pour le coup, je sais pas. Dans ma ville, en heure de colle le mercredi, on devait aller nettoyer les alentours du collège. Ah putain, c'est rude ça. Sérieux. Tu me diras, ouais, bon, bah écoutez, moi je préfère qu'on fasse des ateliers plutôt que des heures de colle, mais bon. De toute façon, faut mieux ne pas jeter plutôt qu'envoyer des gens pour ramasser après, quoi. Faut commencer par... Politique préventive. Bah voilà, c'est un peu comme les maladies, tu traites pas les conséquences, les symptômes, tu traites la cause, ce qui fait que t'es malade, quoi. Exactement. Là, c'est pareil. Exactement. Politique préventive. Bref, on enchaîne. Petit clin d'œil Dr House. Et la dernière proposition, c'est celle-là? Ouais. Permettre aux ménages et aux entreprises d'avoir accès à une énergie non polluante. Ouais, ça serait bien, ouais. C'est pareil, on est dans des propositions très larges, du coup. Alors, qu'est-ce que Frédéric nous dit? Frédéric, permettre aux ménages et aux entreprises d'avoir accès à une énergie non polluante. Pour ce faire, il y a des solutions. Développer la production décentralisée d'énergie renouvelable, notamment l'éolien offshore, vers les lieux de consommation. Ok. Mailler davantage et rendre plus intelligent, smart grid, le réseau pour gérer l'intermittence inhérente aux énergies renouvelables. Permettre aux ménages de mieux maîtriser leur consommation d'énergie via notamment des compteurs intelligents. Ah, c'est vachement intéressant. Donc, il y a des choses intéressantes. Il y a du Smart City, quoi, donc des algorithmes qui calculent l'électricité, etc. Il y a effectivement le fameux compteur Linky, c'est le nouveau compteur d'EDF. Qui fait polémique par rapport aux données personnelles quand même. Ouais. Et puis on parle aussi de l'éolien, sachant qu'à mon avis le solaire a beaucoup plus de potentiel à l'avenir, quoi. C'est-à-dire que le prix cesse de baisser. Et le problème c'est que on en a déjà parlé, je crois. On a déjà parlé de l'éolien. Il y a déjà eu des propositions sur Stig qu'on a déjà discuté dans Stig Week, sur ce sujet-là. Il y a un débat autour de l'éolien, ça c'est certain. Légitime ou pas, j'en sais rien, c'est pas à nous de juger. Mais il y a un débat autour de l'éolien. Le photovoltaïque, il y a moins de débats. Mais il y a un problème c'est-à-dire que plus le panneau chauffe, plus il perd de rendement. Et donc comme faut les foutre au soleil, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ils commencent à mettre des pompes à chaleur en dessous pour récupérer en plus l'énergie dégagée par la chaleur du panneau, et ce qui fait augmenter son rendement. Enfin, on commence à trouver des solutions. Le solaire, je pense que c'est Jason Pollock, qui est un cinéaste américain, qui disait que nos descendants se moqueront bien de nous en sachant qu'on creusait la terre pour trouver de l'énergie, alors que tout ce qu'on avait à faire c'était lever les yeux, quoi. Et je trouve que c'est exactement, j'espère qu'on se dirige vers ça, quoi.
C'est clair que les grands-mères avec une petite pension aimeraient pouvoir se passer de leur petit poêle à fioul, mais bon, toujours la même question, comment? Oui, non, mais c'est vrai, bah, c'est l'investissement, il y avait notamment les prêts à taux zéro, il y avait des trucs comme ça, tu sais, à partir du moment où ça a été mis en place par quelle loi, ça, je sais plus, à partir du moment où tu refais les fenêtres de chez toi, pour faire des fenêtres T'avais beaucoup un mieux crédit isolées, d'impôt. t'avais un espèce de crédit d'impôt Ouais. qui disait qu'en fait, ton prêt te revenait à zéro. L'isolation est plus efficace que le chauffage pour garder la chaleur, quoi, de toute Ah, façon. ça, c'est clair. Et là, il y a un truc très intéressant donc, de Zahir, c'est Gringan qui parle effectivement du chauffage par data center, enfin, c'est des mini data centers, ça c'est très intéressant, il y a une boîte à Les Montrouge ordinateurs, ouais. notamment qui le fait. Ça, c'est un truc d'avenir, je pense, c'est-à-dire qu'il vous installe un serveur chez vous. Un Du serveur, coup- vous savez ce que c'est un ordinateur. Ouais, un ordinateur. Un gros ordinateur. Et en fait, actuellement, les ordinateurs, les serveurs sont dans des immenses data centers où il y en a des milliers. Et le gros de l'électricité, c'est même pas l'alimentation des ordinateurs, mais c'est leur refroidissement. Refroidissement. Et donc, ce que propose cette boîte, c'est à condition d'avoir la fibre. Donc, toi, tu pourrais, par exemple, c'est qu'on t'installe chez toi un truc qui ressemble à un radiateur, sauf que dedans, c'est un ordi, un serveur. Et il chauffe ta pièce. Et lui, il te chauffe gratuitement, puisque Ouais. c'est la société qui te fournit le radiateur qui paye ton électricité pour l'alimenter. Et tout le monde est content, c'est un cercle vertueux, puisque le client de la société de service, lui, il n'a pas à payer le refroidissement de ses data centers, donc ça lui économise énormément d'argent, et en plus c'est très écologique, parce que ça économise évidemment de la chaleur, de l'énergie. Toi, tu as ton chauffage gratos, et la boîte qui est entre deux, bah, elle gagne de l'argent, parce que c'est normal, elle te fournit un service, et donc tout le monde est content, quoi. Et ça, il faut que ça se développe. Après, il y a quand même la question de l'été. Oui, c'est ça, Tu vois, le j'allais truc, dire, en fait, ça euh, chauffe tout le temps. Bah, Oui, le c'est- serveur, lui, il va pas s'éteindre, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut avoir la fibre. Et tant qu'il n'y a pas la fibre, Bah, la fibre se un développe, peu mais ça prend du partout, temps. voilà. Tu dirais que je pourrais avoir un serveur chez moi. Ah, ça, ce serait marrant, faudrait que je me renseigne. Par contre, est-ce que je peux héberger Acropolis.fr sur ce serveur-là? Ah bah, alors, du coup, non, enfin, tu peux, parce que t'as la fibre, tu pourrais te faire ton propre serveur, mais du coup, tu perds l'intérêt du. Enfin, t'as plus besoin de l'entreprise Ouais. de Presta, quoi. Mais, J'ai pas l'argent, mais le jour où je l'aurai, je pourrais m'offrir mon propre serveur qui sera en fait mon chauffage aussi. Putain, ce sera beau. mais la question aussi. Et plus les gens y cliqueront sur Acropolis.fr, plus j'aurai chaud l'hiver. C'est des... c'est des gros trucs, hein, parce que nos PC qu'on a chez nous, ils pourraient pas nous chauffer Non, mon toute PC, une pièce, ouais, tu vois, il faut mais c'est des trucs dedans, ça rigole pas, quoi. Non, un serveur, ça rigole pas du tout, effectivement, c'est des grosses clims. Mais non, mais enfin, elle est vraiment cool la proposition de Frédéric parce que. Je pense qu'il manque quand même un truc, c'est la production locale aussi d'énergie. Bah, c'est pas ce qu'il Tu dit vois, quand il dit production. bah non, il développer parle la de- production décentralisée d'énergie Bah oui, mais- renouvelable, notamment l'éolien offshore. Oui, Bah, alors offshore, c'est c'est carrément pas local, c'est du pas coup, c'est local le du tout. contraire. non. C'est en mer Mais du Nord. tu vois que chaque toit soit végétalisé ou ait des panneaux solaires, que tu vois, on essaye vraiment de remettre du Bah, local partout, quoi. Il y a déjà un truc qu'on pourrait faire. Moi, je suis globalement d'accord, mais comme tout le monde, avec la proposition de Frédéric. En plus, ce qui est bien avec la proposition de Frédéric, c'est qu'il veut rendre accessible, permettre aux ménages, comme il le dit, aux entreprises. Donc c'est plutôt cool. Ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est ne plus jamais construire aucun bâtiment qui ne soit pas à énergie. HQE, enfin, ouais, même qui, pas qui HQE, produisent plus que ce qu'ils consomment. Comment ça s'appelle d'ailleurs un bâtiment à énergie positive, je crois, un truc comme ça. Ouais, sans doute, ouais. En gros, traditionnellement, les bâtiments qu'on construit sont des passoires énergétiques, consomment de l'énergie et n'en produisent pas. Et les nouveaux bâtiments, de plus en plus, les cabinets architectes travaillent là-dessus en disant bah, ce bâtiment-là, non seulement va produire sa propre énergie, mais en plus, Il y a un effectivement, excédent, parfois, quoi. va y avoir un excédent qu'on va pouvoir revendre au réseau, etc. Bon, on est encore au balbutiement de ça coûte très cher encore aujourd'hui. Mais c'est forcément rentable dans le temps, de toute façon, quoi. Il faut le faire comprendre aussi. C'est un investissement. La au blue début, economy, mais, c'est l'avenir, c'est sûr. Utiliser les déchets des uns pour faire fonctionner autre chose. Ouais, non, mais t'as raison, Vidi, ouais. Alors il y a Troupal qui me dit pas besoin d'un gros ordinateur pour faire un serveur. Là je parle vraiment uniquement du côté le fait qu'il chauffe, quoi. Oui, là, t'as besoin d'un c'est gros ça, serveur. Enfin, voir il y en a peut-être plusieurs à l'intérieur, je sais pas quoi. Parce que il chauffe, mais d'un autre côté, il faut quand même le refroidir un minimum si tu veux pas qu'il surchauffe. Donc Ouais. il y a tout un. Et je suis d'accord, il très compliqué, y a Folivao dans le chat qui dit aussi un truc que j'avais vu qui est vachement intéressant, c'est des sociétés qui maintenant immergent les serveurs dans la flotte, dans l'océan. Ouais. Et du coup, t'as pas besoin Il de y a- payer le coût du refroidissement. T'as ça, t'as Microsoft qui veut en mettre dans le Sahara aussi, puisque sous le sable, la température est constante et constant, fraîche. ouais. Et Facebook qui a acheté des terrains, alors je sais plus si c'est... Enfin, c'est au niveau du cercle arctique, je sais plus dans quel pays. Et ils Mhm. veulent mettre leur serveur là, parce que du coup, t'as même pas besoin de refroidir en fait, quoi. Ouais, il qualifie tout le temps, ouais. Non, on arrive vers des trucs comme ça. C'est plutôt bien, quoi. Mm. À Paris, on a la pollution pour nous chauffer, ça c'est vrai. On est à l'aise. Et donc, ok. Alors après, ils parlent de le smart grid, mailler davantage et rendre plus intelligent smart grid, le réseau pour gérer l'intermittence inhérente aux énergies renouvelables. Oui, parce qu'il y a un truc qu'il faut préciser. Alors, je suis pas un expert en énergie, il y en a sûrement qui le sont dans le chat.
mais en gros, l'énergie ça stocke très mal, notamment l'énergie Alors, renouvelable. on sait pas, enfin, On sait pas ce que l'électricité, elle est l'électricité. produite et consommée immédiatement, quoi. Donc, quand on en produit trop, on la revend, quand on ne produit pas assez, on est obligé d'en acheter aux autres, quoi. Ouais. Ouais. Et donc du coup, il y a le smart grid, j'avoue que c'est la première fois que je rencontre ce mot, et ça doit consister effectivement à avoir un meilleur effectivement maillage territorial, justement à partir du moment où tu as des bâtiments à énergie positive. Ne serait-ce que dans l'acheminement de l'énergie, en fait, c'est une des grosses divisions, un des gros pans de la Smart City, qui est justement de pouvoir amener de l'électricité pile ce que tu as besoin quand tu as besoin à chaque foyer, D'accord. pour optimiser en fait la consommation de tout le D'accord. monde, quoi. Tu vois. fais pas en gros, genre on a vaguement besoin de 3000 Ouais, non, mégawatts. c'est vraiment genre ouais. tchouk, tchouk, tchouk. Et ça permettrait d'économiser vachement, quoi. C'est pour ça que je monte à Paris avec ma voiture diesel. Merci beaucoup Sylvain de venir à Paris avec ton diesel, on est tous très Ouais, mais contents. comment ça se rafraîchit là, donc c'est parfait, quoi. Ceci par rapport à l'auto-hébergement du site d'Acropolis. C'était par rapport au site... Ah oui d'accord, ok. Merci Tropal. Ok d'accord. Et donc du coup, combien de votes positifs sur une Le proposition? pourcentage, 94% de votes favorables. Elle n'est pas forcément au-dessus, c'est parce que le stick score, notre algorithme prend en compte aussi le nombre total de votes. C'est-à-dire que c'est pas que le pourcentage. Sinon, si tu as 3 votes et c'est 3 fois positif, tu es à 100%, tu serais tout au-dessus. Ouais, quoi, c'est ça, bien sûr. c'est pour ça qu'il y a... Prend en compte la masse Il y a un algorithme. de votes. Ouais. Et donc voilà, il y a un débat évidemment sur chacune des propositions. On ne monte pas toujours parce que les gens débattent et voilà. Mais non, c'est bon, ok. Bah, c'était cool. C'était la dernière proposition de la semaine. Merci Jérémy. Bah merci Jean, c'est toujours un plaisir de venir Ouais, et c'était cool. discuter avec toi, quoi. Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir, c'était une super émission de Stig Week encore une fois. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Allez faire un tour sur acropolis.fr, allez faire un tour sur getstig.org qui se trouve ici. Je suis nul pour Ouais, ça. c'est là. Ah oui, faut passer Getstig.org. devant le Mac. Oh là 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 là. Pour l'application. Allez faire un tour sur la boutique d'Acropolis, vous aurez le t-shirt évidemment. Allez faire un tour sur la page Tipeee d'Acropolis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'émission demain. Donc on se retrouve la semaine prochaine. T'es en pour week-end là, l'Acropolis. ça y est? Je suis pas en week-end à ça parce que je bosse comme un chien, mais mais voilà. Encore une fois, merci à toutes et à tous. On se remet un dernier jingle Stig Week et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye. Salut. Salut.